On va commencer. Prenez place. Donc nous sommes très heureux de pouvoir, pour ces 40 ans et clôturer cette journée, accueillir Monsieur Mérieux, Philippe Mérieux, donc chercheur en sciences de l'éducation et président des CMEA. Autour de la question « Les professeurs sont-ils amenés à disparaître ?» Question provocante, ou tout au moins provocatrice, entre fiction et réalité. Et nous laisserons, Monsieur Mérieux, le soin de nous questionner autour de ces professeurs bien présents ici et bien vivants aux clés, qui voulaient, Monsieur Mérieux, vous remercier, vous exprimer leur profonde reconnaissance pour vos travaux, vos mots, qui sont source d'inspiration lors de nos concertations, de réflexion et de ces espaces-temps qui permettent de retrouver un peu d'énergie et de force nécessaires dans nos métiers. Vous remerciez aussi de vos livres, de vos conférences, gratuites souvent, en ligne, et de votre présence généreuse dans les événements que nous organisons et auxquels nous participons. Présence précieuse pour nous faire réfléchir. Et puis je vous laisse vous lever. Merci. Vous pouvez rester avec moi. Bien, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence, surtout en fin de journée, après une journée particulièrement riche et dense. Moi, je suis très heureux d'être ici aux Clés aujourd'hui, très heureux de travailler avec vous, très heureux d'avoir été là dès hier pour assister déjà à des performances assez remarquables des élèves du Clé, en danse en particulier, avec un IME d'ailleurs, d'une manière tout à fait superbe. Quand on parle d'école inclusive, en général, on se gosse du terme, ou bien l'on dit que ça n'est pas possible. Eh bien, on a vu qu'une éducation inclusive, c'était possible, en tout cas. Et en tout cas que c'était vraiment superbe. J'aurais aimé, en réalité, j'aurais préféré poursuivre le débat avec les trois collègues qui ont tout à l'heure si bien dialogué sur cette question du bien-être en éducation et avec lesquels je me retrouve pleinement en convergence. Alors, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis posé un certain nombre de questions. Alors évidemment, je n'allais pas vous faire une analyse sociologique ou politique, puisque François Dubé l'a fait remarquablement ce matin. Je n'allais pas non plus vous faire une analyse à caractère psychopédagogique, puisque cela vient d'être fait et ô combien de manière brillante dans la table ronde qui a précédé. Alors je me suis demandé si j'allais vous faire ou vous tenir un propos pédagogique. Et puis je me suis dit que ce n'était pas vraiment le lieu et que j'avais vraiment des scrupules à vous expliquer ce que vous devez faire et que vous faites déjà. Comme vous le faites déjà, vous expliquez ce que vous devriez faire, ça ne me paraissait pas la bonne approche et le bon angle, parce que je me retrouve pleinement à travers les pratiques que vous mettez en œuvre ici. Alors, comme j'avais éliminé la sociologie, la politique, la psychologie, la pédagogie, il ne me restait pas grand-chose. J'aurais pu chercher un sujet complètement extérieur, je ne sais pas, la cueillette des myrtilles en Provence ou autre chose. Mais je me suis dit, on va à la fois faire un peu d'histoire et un peu de science-fiction. On va aller explorer le passé et puis tenter de se projeter dans l'avenir d'une manière un peu provocatrice avec cette question. J'en discutais tout à l'heure avec Justin, qui est professeur de musique ici, et Marianne, qui est une élève qui vient de partir, une élève de terminale. Il trouvait la question à la fois provocatrice, mais Justin me disait qu'elle lui paraissait intéressante parce que lui-même, il se demandait si ce ne serait pas plus efficace d'apprendre à travers les logiciels qu'il peut trouver, pas seulement, qu'il peut trouver sur Internet. Alors, je vais vous demander, non, si vous pouvez vous mettre là-bas, ce serait super, comme ça je vais pouvoir commander l'ordinateur. Alors, en introduction, faisons un tout petit retour en arrière. C'est une citation d'un vieux philosophe, Georges Gusdorf,
dans un livre qui est paru en 1963 et qui s'intitulait « Pourquoi des professeurs ?» Alors, j'avais lu ce livre quand j'étais en classe terminale. Et je l'avais lu, ça m'avait intéressé. Je l'ai retrouvé le jour où j'ai donné ma bibliothèque à la bibliothèque de l'INSPE de Lyon. Et je l'ai refeuilleté et j'ai trouvé des phrases comme celle-là. En 1963, Gusdorf écrivait « On pourrait remplacer le maître par un livre, par un poste de radio ou par un électrophone. Et les tentatives en ce sens ne manquent pas. À la limite, tous les enfants d'un pays pourraient recevoir, chacun chez soi, l'enseignement d'un seul et unique professeur, indéfiniment répété d'âge en âge et de génération en génération. » Et il prend un exemple particulièrement parlant dont aucun d'entre vous ne peut se souvenir. Un seul homme a pu ainsi enregistrer en très peu de temps le monologue perpétuel de l'horloge parlante. Alors l'horloge parlante, évidemment, vous ne savez pas ce que c'est, les jeunes ne peuvent pas savoir ce que c'est. On téléphonait pour savoir l'heure. Il y avait un numéro qui permettait de voir l'heure et il y avait quelqu'un qui parlait au bout du fil. Un seul homme a pu ainsi enregistrer en très peu de temps le monologue perpétuel de l'horloge parlante. On mesure l'immense avantage du système du point de vue financier. Plus d'écoles, plus de classes, plus de fonctionnaires par milliers. Le budget de l'éducation nationale se réduirait au traitement d'une petite équipe d'instructeurs dont la voix unique serait distribuée chaque jour jusqu'aux frontières du pays. Ça, c'est écrit en 1963. Juste pour vous rappeler quelque chose, 1963, c'est vieux, hein. C'est avant le premier message numérique. Le premier message numérique a été envoyé entre l'Université de Californie à Los Angeles et Stanford en 69, simplement. 69. Et si je continue un petit peu à dérouler le temps, le premier site Internet, c'est 91. La création de Google, c'est 98. Le premier smartphone, ça ne date que de 2007. Et 2012, première conférence internationale sur le learning analytique. Alors ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que le learning analytique? Eh bien, on en trouve une définition chez un grand penseur français qui s'appelle Laurent Alexandre, qui a, semble-t-il, ses entrées tous les soirs à l'Élysée, qui a fondé il y a déjà quelques dizaines d'années, au tout début des sites Internet, le site Doctissimo, qu'il a revendu un prix colossal, ce qui lui a permis de créer une multitude de start-up qui travaillent en France sur le learning analytique. Voici ce qu'écrit M. Laurent Alexandre. M. Laurent Alexandre dit « L'ère de l'idéologie de la pédagogie prend fin pour laisser la place à la preuve statistique du learning analytique. L'apprentissage devient une véritable science fondée sur l'observation objective de la structure du cerveau et de ses modes de réponse. Le système va sortir de l'âge du bricolage pour devenir une technologie. L'émergence d'enregistreurs cérébraux non invasifs et peu coûteux, c'est-à-dire des IRM portables. L'émergence d'enregistreurs cérébraux non invasifs très peu coûteux, capables de mesurer de nombreuses constantes en permanence dans le cerveau. Dans le cerveau, c'est moi qui rajoute, va permettre de corréler ces données à nos caractéristiques cognitives pour optimiser l'enseignement. Ainsi, allons-nous pouvoir accéder très vite à une connaissance précise des caractéristiques cognitives, affectives et sociales d'un individu à partir de l'analyse de son smartphone. Il suffira de distribuer des tablettes et des téléphones le plus tôt possible aux enfants. Et l'intelligence artificielle des géants du numérique permettra demain de déterminer très précisément les meilleures caractéristiques pédagogiques pour chaque élève. L'on pourra développer ensuite le neuromarketing systématique et vendre des programmes d'enseignement et d'éducation, voire de rééducation aux parents. Chaque enfant pourra ainsi bénéficier d'un enseignement personnalisé et se dispenser enfin de la fréquentation de l'école. Alors c'est peut-être le dépassement de la massification dont parlait François ce matin. Alors ne croyez pas que je suis dupe au point de penser que Laurent Alexandre a raison et que ça va se réaliser à court terme. Mais il y travaille. Il finance énormément de travaux avec, comme alibi, il faut que la France se positionne là-dessus, sinon nos enfants apprendront avec le learning analytique américain.
parce que Google travaille déjà là-dessus, parce que Google a déjà fait des expériences extrêmement développées sur cette question. Effectivement, on donne à des enfants de 3 ans une tablette qui a été programmée spécialement. On les laisse faire absolument ce qu'ils veulent avec cette tablette, c'est-à-dire que la consigne des parents, c'est ni interdit ni obligation. On laisse l'enfant bricoler la tablette à sa guise pendant, selon les protocoles, 2 à 3 mois. On récupère la tablette et avec des logiciels d'intelligence artificielle, on analyse tout ce que l'enfant a fait avec sa tablette. Absolument tout. On sait bien sûr s'il est droitier ou gaucher, immédiatement, mais aussi quelle est la couleur qu'il préfère, à quoi il réagit, comment il fonctionne quand on propose tel stimuli, etc., etc. À partir de là, Google se propose d'adapter des logiciels individualisés permettant l'acquisition du programme scolaire de façon tout à fait personnelle par chaque enfant devant son ordinateur, sans la fréquentation de l'école. Voilà. C'est ce qu'on appelle le learning analytique. Et chaque année au Qatar, il n'y a pas que le mondial au Qatar, il y a un grand événement qui s'appelle le WISE, le World International Summit of Education, excusez-moi pour mon anglais, qui est financé et organisé par la 3e épouse de l'émir du Qatar. Vous savez qu'au Qatar, le budget de l'État est confondu avec celui de la famille royale, et c'est la 3e épouse qui a le budget de l'éducation. La première épouse a le budget de l'économie. La 3e épouse a le budget de l'éducation au Qatar. C'est un grand pays démocratique, comme chacun sait. Et donc le WISE invite chaque année tous les géants du numérique avec tous les experts des sciences cognitives et publie chaque année, relayé d'ailleurs très sérieusement, plus depuis 2 ans, mais parce qu'on a été quelques-uns à quand même manifester notre désapprobation, mais relayé auparavant très largement par Le Monde, puisque le journal Le Monde vendait un encart spécial de 8 pages au Qatar pour vanter les découvertes du WISE, relayé donc par le journal Le Monde, qui nous promettait régulièrement qu'effectivement, nous allons vers une société sans école, mais pas du tout dans le sens d'Illich dont on parlait ce matin, dans le sens d'une société où les individus allaient apprendre sans avoir besoin d'enseignants et d'écoles, d'une manière strictement individuelle et strictement adaptée à leur profil personnel, de façon à viser une efficacité maximale. Alors vous trouverez ça développé dans les ouvrages de Laurent Alexandre. Il écrit chaque semaine dans l'Express, vous lisez l'Express, vous voyez donc régulièrement ses éditoriaux. Et effectivement, à côté de ce que dit Laurent Alexandre, la prophétie de 1963 de Georges Gursdorf nous apparaît à la fois ringarde, mais aussi d'avant-garde. Parce que lui pensait qu'on pourrait utiliser la radio et faire comme le système de l'horloge parlante, mais Laurent Alexandre pense, lui, qu'on peut aller bien au-delà. Alors, je continue. Bien évidemment, Gursdorf ne se résignait pas à cela. Gursdorf évoquait cette hypothèse d'un enseignant qui disparaîtrait au profit des machines, mais il se révoltait contre cela. Et je vous ai mis ici 2 phrases qui me semblent intéressantes et elles aussi toujours d'actualité. Il disait « Tout se passe donc comme si, de l'instituteur au professeur de faculté, l'ensemble du corps enseignant devait jouer un double jeu correspondant à la double fonction de la connaissance. Au-delà de la fonction proprement épistémologique de l'enseignement, dispensateur d'un savoir, s'exerce une fonction véritablement humaine correspondant à un surplus de signification. » Il ajoutait qu'il s'agisse de s'initier à la pêche à la ligne, aux mathématiques ou à la philosophie. Il n'y avait pas encore la mécanique, tout ça, on est en 63. Toute information nouvelle et formation de l'être humain. Et un peu plus loin, le maître, c'est la conclusion, je crois, de son livre, n'est pas le répétiteur d'une vérité toute faite. Il ouvre lui-même une perspective sur la vérité, l'exemple d'un chemin vers le vrai qu'il désigne, car la vérité est surtout le chemin de la vérité. Ce chemin tourmenté autant que périlleux s'inaugure avec l'affirmation non seulement de la nécessité, mais aussi de la possibilité d'être un homme. Alors c'est très beau, c'est très beau comme formulation. On va essayer peut-être de creuser un petit peu ça pour comprendre ce que ça veut dire. Et pour aller un peu au-delà, je vous propose un plan en 3 parties rapidement.
François ce matin, 3 parties. Une première partie très rapide sur pourquoi l'école, avec une petite approche historique, parce que sur cette question-là, l'histoire nous apprend des choses. Une deuxième partie sur ce que nous apprend la songerie d'une école sans professeur, quelles seraient les impasses. Au fond, on va se mettre du point de vue de la science-fiction, de la dystopie, dans cette posture. Qu'est-ce que ce serait, une école sans professeur ou une société sans école ni professeur? Qu'est-ce que ça pourrait être? Et une troisième partie sur le professeur, pourquoi, évidemment, il doit rester, à mes yeux, acteur pédagogique et politique majeur dans une école au service de l'émancipation. Alors, première série de remarques, mais je vais aller très vite, c'est simplement pour mémoire. Pourquoi des écoles? Je mets retour sur une vieille histoire, mais c'est au fond pas une si vieille histoire que cela. Même si certains historiens discutent, Philippe Ariès, qui est un de ceux qui a le plus travaillé sur l'émergence de l'idée d'enfance et le rapport entre l'enfance et l'âge adulte, Philippe Ariès explique que c'est pas inintéressant de rappeler cela, y compris au regard de ce que disaient des comportements familiaux qu'évoquait François ce matin. Philippe Ariès disait: le sentiment familial et l'apparition de l'école constituent un seul et même phénomène. Avant le XVIIe siècle, pas d'amour filial. Il explique qu'il ne trouve par exemple aucun signe, aucune épitaphe d'un parent qui manifeste la moindre affection pour ses enfants. Pas d'amour filial au Moyen-Âge. Dès son sevrage, assez tardif il est vrai, l'enfant est livré à lui-même et son destin est indifférent à ses géniteurs. C'est pour ça que les enfants au Moyen-Âge se dispersent dans les champs, vivent en picorant ici ou là et en récupérant de la nourriture un peu n'importe où, qui vivent parfois dans des conditions extrêmement misérables. C'est une des raisons qui explique la présence des grandes croisades des enfants. Vous avez peut-être entendu parler des croisades des enfants, en particulier cette célèbre croisade qui a donné lieu ensuite au fameux conte du joueur de flûte d'Amelin. La croisade des enfants, c'est un berger, le berger Étienne, qui part des environs de Paris, de l'autre côté de Reims, et qui prêche à tous ces enfants abandonnés qui survivent à peine une croisade en leur disant qu'il va les amener dans un pays merveilleux où la nourriture coulera à flot, où ils seront heureux. Donc le berger Étienne traverse toute la France, traverse les Alpes, va jusqu'à Gênes. On estime à plus de 20 000 enfants le nombre d'enfants qui étaient derrière lui avant la traversée des Alpes, qui va être terrible en termes de décès, mangés par les loups, etc. Ils arrivent environ 4 ou 5 000 à Gênes, et à Gênes, là, ils négocient avec des armateurs qui leur promettent effectivement de les amener dans le monde futur merveilleux où ils vont être heureux, qui en réalité les vendra comme esclaves. Et donc cette histoire des croisades d'enfants, on en a plusieurs comme ça, a laissé dans l'imaginaire collectif cette idée qu'il peut arriver quelqu'un qui vienne nous voler nos enfants et les amène vers la pire des choses, c'est-à-dire vers la mort ou le fait de les vendre comme esclaves. Et si je vous raconte ça, c'est parce que vous avez évidemment entendu un jour ou l'autre ou lu à vos enfants l'histoire du joueur de flûte d'Amelin, qui amène les enfants avec l'air de la flûte pour les noyer, qui a été écrite en référence à ces croisades d'enfants sur l'idée qu'il pouvait y avoir toujours ce danger que quelqu'un vienne nous voler nos enfants. Et ce que montre Philippe Ariès, c'est que l'école a été créée en même temps que la famille pour éviter qu'on nous vole nos enfants. Parce que nos enfants nous appartiennent et que c'est à partir du moment où le sentiment d'appartenance de l'enfant à la famille émerge que l'école va trouver sa légitimité et sa justification. La famille nucléaire, dit Ariès, attachée à ses enfants dont elle tient à prendre soin, apparaît progressivement à partir de la fin du XVIe siècle, et dès lors, elle veut parfaire son éducation en le confiant l'enfant à des écoles. Et il dit cette quarantaine scolaire, il définit l'école comme une mise en quarantaine des enfants dans des établissements spécialisés, corollaire du sentiment familial, constitue une révolution sociologique majeure. Alors, je ne rentrerai pas dans les débats historiques pour savoir si c'est un peu avant, un peu après, si c'est légitime.
si c'est discutable, si c'est une révolution sociologique ou pas sociologique, peu importe, mais c'est important de se rappeler ça, de se rappeler que l'école a été le bras armé de la famille. Avant que Jules Ferry nous dise « Seul l'État a le droit d'éduquer ». Avant que Jules Ferry opère un rapt, en quelque sorte, de l'école au profit de l'État. Et donc là, on aura un renversement historique dont il n'est pas sûr que la France ait bien digéré la façon dont ça a été construit tout au long de notre histoire. Alors, si je me permets de vous dire ça, c'est que l'école, elle apparaît en réalité entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'école telle que nous la connaissons, et elle est structurée dans un lien très fort au protestantisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur pourquoi le projet républicain est en réalité un projet protestant. C'est Comenius, donc membre d'un mouvement protestant qui s'appelle les Frères Moraves, qui, pendant la guerre de 30 ans, conçoit l'idée d'une école universelle au nom du fait qu'il veut des fidèles libres pour accéder par eux-mêmes à la sagesse et construire la paix. Et Comenius explique qu'il faut donc enseigner omnes omnia omnium, tout à tout le monde et de toutes les manières. Comenius est protestant. Moi, je suis très imprégné du rapport catholicisme-protestantisme. Je suis cévenol et c'est probablement lié à ma propre histoire. Ma grand-mère me faisait visiter au musée du désert les maisons des protestants, où on montre qu'il y avait une cachette pour la Bible. Parce que les protestants lisaient la Bible. Ils lisaient directement la Bible. Les catholiques n'avaient pas le droit de lire la Bible. Les catholiques ne lisent que le missel. Le missel, ça n'est pas la Bible. Le missel, c'est un manuel constitué de textes choisis par les clercs, choisis dans la Bible, parce qu'il faut lire ces textes et pas d'autres textes. Parce que tous les historiens du catholicisme vous le diront, il y a dans les évangiles des textes contradictoires. Il y a des textes discutables, a fortiori dans l'Ancien Testament, dont l'interprétation ne va pas de soi. Et surtout, on ne voulait pas laisser les fidèles face à des textes qui n'avaient pas été filtrés par les clercs et dont les clercs n'avaient pas dit c'est celui-là qu'il faut lire et c'est de cette manière qu'il faut le comprendre. Les protestants, avant eux, les valdôtains, puisque c'est Pierre Valdo qui fera la première traduction de la Bible en langue vernaculaire, les valdôtains puis les protestants, affirment, eux, que l'humain peut s'enseigner sans la médiation d'un clerc qui lui dit à sa place ce qu'il doit penser. Et ils vont mettre à disposition de toutes et de tous la Bible, ce qui sera le signe de l'hérésie. Donc, l'hérésie, c'est le moment où l'Église catholique abandonne plus exactement, où l'Église protestante prône l'abandon du manuel scolaire au profit du texte complet, pour faire la traduction didactique, si j'ose dire. C'est intéressant parce que Buisson, par exemple, on peut discuter de Ferry, mais il faut séparer, à mon avis, Ferry de Buisson, Ferdinand Buisson, dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. Buisson est un protestant. Buisson va être exilé au bord du lac de Genève. Il va discuter avec les protestants. Et quand il rentre en France et qu'il est appelé par Jules Ferry à la direction de l'enseignement primaire, il va défendre la priorité à la lecture. Mais si on relit les textes de Buisson, Buisson dit très clairement que la lecture, c'est d'abord fait pour échapper à la tutelle des clercs. C'est fait pour échapper à la tutelle de ceux qui vous disent ce qu'il faut lire et ce que vous devez savoir. La lecture, c'est fait pour ça. Buisson le dit très clairement, de la même manière qu'il dit, symétriquement, l'éducation scientifique est une lecture. La leçon de choses, ça n'est pas du tout pour impressionner les élèves. Il y a cet exemple dans le dictionnaire de pédagogie. Si le maître apporte en classe une balance Roberval ou un faisan empaillé, c'est pas pour aiguiser la curiosité. C'est pour que les élèves n'aient pas à le croire sur parole. Parce que seuls les clercs exigent qu'on les croie sur parole. Et Buisson dit, il ne faut pas que les élèves croient
les professeurs sur parole. Il faut donc que les professeurs amènent des objets et que les élèves puissent vérifier par eux-mêmes que ce que le professeur leur dit ne relève pas de la croyance, mais relève du savoir. Et c'est à l'élève de vérifier que ce que le professeur leur dit ne relève pas de la croyance, mais du savoir. Et que ce basculement de la croyance au savoir passe par la vision, le toucher, on pourrait dire aujourd'hui la pensée expérimentale presque, puisque la leçon de choses, quand on en regarde le détail tel qu'il était prescrit dans le dictionnaire de pédagogie, c'est une véritable pensée de science expérimentale. Alors je ne dis pas que c'est ce qui a été fait, je dis c'est ce que proposait Buisson. Il le proposait parce qu'il se trouvait dans la mouvance du protestantisme. Et que pour les protestants qui veulent substituer l'école au catéchisme, parce que globalement c'est ça, c'est la lutte entre deux systèmes d'emprise sur les individus, substituer l'école publique au catéchisme catholique. La grande différence avec le catholicisme, c'est que cette école publique s'impose pour substituer un enseignement systématique à des rencontres aléatoires, un enseignement progressif à des apprentissages désordonnés, un enseignement obligatoire à un empirisme basé sur la seule efficacité. Ne notez pas tout ça, je vous enverrai le diaporama si vous voulez, bien sûr. Je dis ça parce que ce que fait Comenius, et qui va être la matrice de l'école, y compris de notre école dite républicaine, qui est en réalité dans sa matrice intellectuelle fondée par Comenius. C'est qu'il faut des lieux où on met les enfants ensemble, parce que sinon, l'enseignement est relatif aux rencontres aléatoires des individus. Chacun va rencontrer des gens dans son histoire. Or, ces rencontres sont aléatoires, rien ne permet de savoir ou de penser que tout le monde va rencontrer, avoir la chance de rencontrer les mêmes personnes. Comenius explique, dans la réalité, de même qu'il y a des rencontres aléatoires, dans la réalité, les apprentissages sont désordonnés. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des problèmes complexes avant d'avoir appris à résoudre des problèmes simples. Il faut donc substituer dans ce lieu particulier qu'est l'école la progressivité au caractère désordonné des rencontres, des problèmes que l'on a dans la réalité. Et dans la réalité, dit Comenius, et ça c'est assez astucieux, il dit la plupart du temps on se débrouille pour ne pas avoir à apprendre. Parce qu'on va être empirique, on va chercher quelqu'un qui sait déjà, il faut donc un lieu où les gens soient obligés d'apprendre. Et ce lieu, ça va être l'école. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce mouvement de constitution d'une matrice intellectuelle. L'école, ça va être un programme parce que c'est systématique, parce que c'est progressif, parce que c'est obligatoire. Et qu'à ce titre, ça remplace le caractère aléatoire, désordonné et incohérent des apprentissages qui pouvaient s'effectuer, on va dire, dans la vie concrète, dans le quotidien des rencontres avec les gens. Rappelons-nous ça, et voyons que cette école va avoir du mal à gagner historiquement, parce que la logique de formation, sortir les gens pour les former, va entrer en tension avec la logique de production. Les gens qui veulent l'école vont se trouver tout de suite confrontés à des adversaires qui pensent que eux, les enfants, doivent rester le plus longtemps possible dans le système productif. Il faudra attendre Maria de Rem, qui est la fondation du groupe maçonnique des droits humains, pour voir pour la première fois une militante, c'est une femme, c'est pas pour rien, exiger le droit à l'éducation et exiger qu'on sorte les enfants avant 11 ans du système productif, c'est-à-dire des usines, des ateliers, de l'agriculture. Alors, c'est une opération qui va être compliquée parce qu'il faut effectivement extraire provisoirement des individus du système productif afin de les enseigner dans des espaces-temps qui sont spécifiquement dévolus à l'apprentissage et où l'enseignement se fera effectivement de manière systématique, progressive et obligatoire. On met les enfants en quarantaine, pour reprendre l'expression d'Ariès. Mais cette quarantaine pose de nombreux problèmes.
en particulier le problème du mode de regroupement. Très tôt, la question du mode de regroupement va être une question très compliquée. Comment on les regroupe, les enfants? Alors, il y a des batailles. La plus grande bataille, ça va être ce qu'on appelle la querelle des modèles sous Guizot. Guizot, 1830, Guizot n'est ni républicain ni démocrate. Hein. Bon. Guizot, 1830, il existe globalement trois méthodes, trois types d'institutions scolaires, si on peut parler d'institutions, pas dans le sens où on l'a défini tout à l'heure en tout cas. Il existe un reliquat très faible de l'institution moyenâgeuse, qui était un enseignement individualisé, hein, où le maître appelait auprès de lui chaque élève à son tour pour lui faire la leçon individuellement en fonction de l'écolage que versaient les parents. Bon, ça tendait à disparaître, ça avait quasiment disparu en 1830. Et en 1830, il existait deux modèles entre lesquels la guerre va être très dure. Le modèle simultané hérité de Jean-Baptiste de La Salle et le modèle mutuel hérité en France de Charles Démia et venu d'Angleterre en particulier à travers les propositions de Lancaster et de Bell. Alors, modèle simultané Jean-Baptiste de La Salle, globalement, c'est on regroupe les enfants du même âge, du même niveau, pour faire la même chose en même temps sous l'autorité d'un instituteur. Et on crée des écoles d'au moins 3 classes. D'au moins 3 classes. Pour qu'on puisse constituer une gradation dans l'école. Ça, c'est le modèle qu'on appelle simultané. Modèle mutuel. Les classes sont beaucoup plus grandes, 80 à 100 élèves, encadrés en général par 2 à 3 enseignants, mais qui n'enseignent pas directement. Dans ces classes, les élèves vont de 7 à 17 ans. Et le rôle des enseignants, c'est de former des moniteurs qui vont s'adresser par petits groupes aux élèves pour démultiplier le savoir, avec un système d'outils qui sont constitués par des panneaux, des systèmes d'ardoises, des bouliers, etc. C'est le moment où tout ça commence à exister. Dans le système mutuel, le maître est plutôt une espèce de superviseur. Alors la forme scolaire, elle est intéressante, mais très tôt, on découvre qu'elle est en elle-même porteuse de contradictions. Parce que des élèves du même âge, du même niveau, est-ce qu'ils peuvent faire la même chose en même temps? Est-ce qu'ils sont réellement du même âge et du même niveau? Est-ce que cette homogénéité postulée est une homogénéité réelle? Et donc la forme scolaire, dans son apparition même, est génératrice d'exclusion. Puisqu'en postulant c'est de former que le maître va faire le même cours à tout le monde dans un cadre collectif et d'une manière verticale, de facto aboutit au fait que celui qui ne peut pas suivre ça, eh bien, il va ailleurs. C'est-à-dire que le modèle simultané est un modèle qui génère de l'exclusion, on pourrait presque dire par essence, puisque ceux qui ne rentrent pas dans le moule sont exclus. Et donc, l'exclusion du système à cet égard n'est pas un défaut du système, c'est le corollaire de l'organisation du système. 20 ou 30 élèves, du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, ça ne marche pas. Il y en a toujours qui n'y arriveront pas. Eh bien, ils sortent. Eh bien, ils sortent. Et comme le disait Bernard Charlot déjà dans les années 80, à cet égard, l'échec scolaire n'est pas un problème de l'école. C'est la solution au problème de la sélection. La sélection était par l'argent, par la noblesse, par l'héritage. L'école prétend remplacer la sélection par l'héritage, par la sélection par l'échec. Rien ne serait plus compliqué pour une institution scolaire que de ne produire aucun échec. Imaginez qu'il n'y ait aucun échec scolaire jusqu'au lycée, par exemple. C'est-à-dire que tout le monde soit atteigne le socle commun dont parlait François, soit atteigne le niveau du bac général. On fait comment après pour sélectionner? On fait comment? Donc l'échec est bien une solution au problème de la sélection. Et donc très vite, cette question du regroupement va poser un problème. Va poser un problème et va poser un dilemme
pour les enseignants dès le XVIIIe siècle et massivement au XIXe siècle, est-ce que je m'occupe d'un collectif uniforme de gens qui sont censés être identiques, ou est-ce que je m'attache à faire progresser individuellement des individus qui sont tous différents? Et cette question n'a pas été résolue par notre système, elle n'est pas résolue par notre système, et les débats sur l'école inclusive montrent que nous sommes toujours face à cette difficulté intrinsèque liée à la matrice même de l'organisation scolaire. Par ailleurs, une difficulté qui va apparaître très vite, c'est que l'école va formaliser les savoirs. Comme Ennius le dit, il faut les sortir de la vie quotidienne pour les organiser dans des programmes. Et la formalisation des savoirs les isole de leur usage et sacrifie très largement la question de leur sens. C'est la raison pour laquelle ce mouvement de construction de l'école va voir apparaître, en 1921 en particulier, ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, dont une partie du CLE se revendique. 1921, l'éducation nouvelle qui va dénoncer l'école assise, où les élèves sont assignés à la répétition mécanique, et promouvoir l'école active, où les élèves apprennent ce qui fait sens pour eux et qu'ils peuvent découvrir à travers leur usage, à travers le faire, dont parlait François ce matin. 1921, congrès de Calais, se retrouvent à Calais des gens d'horizons extrêmement différents. Nil est là, mais il y a aussi, pas Montessori, mais ses disciples. Donc Nil les fait rougir, parce qu'à l'époque, Montessori ne s'occupe que de catéchèse. Elle n'est pas encore sur... Et Nil ne passe pas une intervention sans caser le mot masturbation, ce qui crée évidemment des tensions très fortes entre les madames catéchèses qui sont là pour Maria Montessori et puis Nil qui lui est là pour la révolution sexuelle. Mais il y a aussi des théosophes, il y a aussi des anthroposophes, il y a aussi des gens, des féministes, Hélène Kay qui a milité beaucoup pour l'éducation des filles, il y a aussi des gens qui militent pour la paix, puisque un des enjeux de 1921, c'est plus jamais ça, plus jamais la guerre de 14, il nous faut une école et une éducation qui soient génératrices de solidarité et qui n'isolent pas les enfants dans une espèce de bulle abstraite où on les considère comme équivalents et identiques à eux-mêmes, mais qui leur fassent vivre des situations où ils expérimentent cette solidarité pour pouvoir apprendre ensemble à faire société. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on le dit en 1921, mais c'est comme ça qu'on le dirait évidemment aujourd'hui. Mais ce renversement va aussi poser des problèmes. En particulier, dès la première école nouvelle à Bochum, en 1889, avec le pasteur Cécile Rédy, un pasteur un peu fou qui avait 8 enfants et qui ouvre une école pour ses 8 enfants, puis ensuite pour tous les enfants du village. Et dans cette école, on n'apprend plus l'arithmétique sur les manuels, on apprend l'arithmétique en arpentant les champs des paysans, en faisant la comptabilité de l'école, on n'apprend plus l'histoire à travers les manuels, mais en allant chercher dans les archives de la paroisse, on n'apprend plus les questions de physique à travers la physique traditionnelle, mais parce qu'on irrigue le potager, et ainsi de suite. Et il se trouve que Cécile Rédy va créer une école à Bochum et qu'il va y avoir une rencontre un peu particulière, puisque un Français, Edmond de Molins, qui est un physiocrate, un groupe un peu particulier de penseurs à l'époque, va rencontrer Cécile Rédy, va revenir en France et va fonder la première école nouvelle française, qui est l'école des Roches, sur le modèle de la première école nouvelle qu'il avait vue en Angleterre. Mais dès ce moment-là, il y a des conflits, il y a des tensions. Parce que l'école des Roches est une école d'éducation nouvelle extrêmement élitiste. Alors évidemment, elle est progressiste sur le plan des mœurs. À l'école des Roches, les garçons et les filles se baignent nus dans la même piscine, ce que même aujourd'hui on ne ferait pas. Mais il n'y a que des fils et des filles de la très haute bourgeoisie. Et puis, très vite, les physiocrates, qui sont très familialistes, très proches du corporatisme, vont engendrer un peu des oppositions. Et en particulier, parce qu'un certain nombre de ceux qui s'étaient battus pour l'éducation nouvelle au nom de l'émancipation et de l'égalité
pour découvrir qu'un certain nombre de principes de l'éducation nouvelle, et en particulier la pratique systématique du travail de groupe, n'est pas nécessairement génératrice d'égalité. Moi, ça a été mes premiers travaux universitaires, la pratique des groupes. J'ai observé des centaines de groupes d'élèves au travail, puis ensuite, dans un syndicat qui prenait l'autogestion, des centaines d'adultes au travail, en groupe. Et j'ai pu observer que spontanément, quand on met des gens en groupe, il n'y a pas de coopération. Il y a une structuration, on va dire quasiment immédiate, en concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. C'est-à-dire que les concepteurs conçoivent, les exécutants exécutent, les chômeurs font rien, parce que s'ils faisaient quelque chose, le résultat serait moins bon, évidemment. Et les gêneurs, on essaye de les refiler au groupe d'à côté. Je peux vous dire, le syndicat sur lequel j'ai fait cette étude, c'est la CFDT. Donc c'est pourtant un syndicat extrêmement qui propose et qui porte l'idée de la coopération, etc. etc. Et ben, dès qu'on demande à 5 personnes de faire quelque chose ensemble, je peux vous dire que dans 99 cas sur 100, il y a un concepteur qui s'impose, des exécutantes qui se mettent en route, des gêneurs au masculin qui apparaissent, et des chômeurs, là c'est un peu équivalent, on ne sait pas bien si c'est des hommes ou des femmes. Globalement, ce que j'ai pu montrer dans mes travaux, c'est que dans les pratiques qui se revendiquent de l'éducation nouvelle et qui mettent en place des groupes, on reconstitue à peu près toujours ça. Et ce qui est grave, parce que j'ai mené mes travaux moi sur 17 ans de suivi de cohorte, ce qui est grave, c'est que des enfants qui en maternelle prennent l'habitude d'être des chômeurs dans le groupe parce qu'ils ne savent pas dessiner, parce qu'ils sont malhabiles, parce qu'ils n'ont pas d'image chez eux, eh bien, ils intériorisent la posture du chômeur et ils se vivent comme étant naturellement et à vie des chômeurs. C'est-à-dire qu'ils enquistent en quelque sorte la posture de celui qui ne sait rien faire et qui, s'il faisait quelque chose, compromettrait la réussite du groupe. Et c'est vrai qu'il compromettrait la réussite du groupe. Si vous demandez à 5 élèves de faire un tableau sur un panneau sur un pays d'Afrique, un papillon ou que sais-je encore, s'ils font dessiner le gars qui ne sait pas dessiner, ça compromet la réussite. On ne pourra pas afficher ça à la fête de l'école. Pour afficher à la fête de l'école, il faut que ce soit le gars qui sait dessiner qui dessine. Et donc vous avez des enfants qui vont intérioriser très tôt leur posture. Et donc vous allez avoir des pratiques d'éducation nouvelle qui, et nos collègues de Paris 8 l'ont suffisamment dénoncé, vont engendrer, sans parfois analyser d'ailleurs les processus par lesquels ça se passe, mais ça c'est autre chose, qui vont engendrer des inégalités qu'elles prétendent combattre. Ça va être assez compliqué cette affaire-là du point de vue pédagogique. Et puis on va s'apercevoir, et ça va être un problème considérable, qu'il n'y a pas nécessairement continuité entre les acquisitions empiriques par tâtonnement et les savoirs formalisés. Alors à partir de là, voilà une photo du congrès de Calais de 1921. À partir de là, je vais très vite, le XXe siècle va tout entier structurer ses débats éducatifs autour de l'opposition, on va dire, découverte, formalisation, qui, reformulée aujourd'hui, serait construction des savoirs ou instruction directe, pour faire gros. Tout le XXe siècle va se battre là-dessus, avec des moments où c'est construction des savoirs qui l'emporte, des moments où c'est instruction directe qui l'emporte. Autrement dit, la tension, je caricature bien sûr, parce que je n'ai pas le temps d'aller dans les chemins de traverse, je suis vraiment sur les autoroutes là, je caricature, mais globalement la tension c'est Comenius ou 1921. Et cette tension, elle va structurer les débats éducatifs très fortement. Elle va structurer des débats très envenimés. On va attaquer tous ceux qui proposent la construction des savoirs et qui vont s'inspirer de Piaget, par exemple, en leur disant qu'ils sabotent la culture, etc., etc. Et ceux qui proposent l'instruction directe en leur disant qu'ils ne mettent pas l'enfant au centre et qu'ils ne respectent pas l'enfant. Alors, pour faire gros, au cours du XXe siècle,
la notion de construction des savoirs, en particulier à partir des années 1980, semble s'imposer, à la fois pour des raisons philosophiques, qui tiennent à la conception de l'enfance. Vous savez, la fameuse phrase qu'on prête à Montaigne, mais aussi à je ne sais trop quel grec, c'est pas Montaigne. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Et pour des raisons scientifiques, parce qu'on s'appuie sur les travaux de Vygotsky. La construction des savoirs, on va dire le courant construction des savoirs semble s'imposer. Mais l'instruction directe reste soutenue et probablement majoritaire. Mon collègue Jean Housset montre très bien qu'il y a une très grande différence entre le progressisme administratif et le progressisme pédagogique. Il montre sur la pensée de Dewey, par exemple, comment aux États-Unis, Dewey est enseigné dans les instituts de formation d'enseignants, mais la pensée de Dewey n'est absolument pas mise en pratique. Ce qui permet aux adversaires de la pédagogie de Dewey de dénoncer l'hégémonie de Dewey, qui n'est en réalité hégémonique que dans la formation des enseignants, non pas dans les pratiques pédagogiques quotidiennes. Comme aujourd'hui, Mme Macron, dans le Nouvel Observateur, dénonce l'hégémonie de la méthode globale, dont chacun sait qu'elle n'est hégémonique nulle part. Nulle part. Donc l'instruction directe, elle, reste majoritaire, à mon avis, tant pour des raisons idéologiques. Bon, globalement, c'est le dénivelé indispensable entre le maître et l'élève, l'identification au modèle. Sociologique, parce que quelques-uns disent que les situations actives bénéficieraient surtout aux élèves favorisés, que pour des raisons scientifiques, et en particulier ce qu'on appelle les données probantes. Alors là, un scoop. Hier, mes amis, les dernières recommandations du Conseil scientifique de l'éducation nationale dans le cadre du Conseil national de la refondation. Voilà, donc on a 24 scientifiques qui nous proposent les recommandations suivantes, les idées d'innovation pédagogique et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors, 1, mettre en place des stratégies pour améliorer la motivation des élèves. Mettre en place une démarche d'enseignement explicite. Je ne pose pas la question si le 1 et le 2 sont réellement compatibles. Parce que les travaux dont nous disposons montrent quand même que c'est quand on n'est pas trop explicite qu'on suscite la motivation, que la motivation exige une certaine forme d'énigme et que l'excès d'explicitation détruit une partie de la motivation. Enfin bon, déployer une stratégie efficace pour améliorer le climat scolaire. Personne ne peut dire le contraire. Rendre l'école attentive au sommeil des élèves. Alors, c'est quand même une liste à la Prévert. Vous avez le sommeil qui apparaît là au milieu. Bon. Maximiser l'engagement des parents. Vérifier que tous les élèves ont bien appris à lire. Il faut vérifier que tous les élèves ont bien appris à lire. Ils se sont mis à 24. Redonner le goût aux mathématiques et aux sciences. Favoriser la mémorisation à long terme et la compréhension. Alors là, on peut se dire, ils vont un peu vite, mémorisation à long terme, compréhension, c'est le même item. Bon. Favoriser l'attention et la concentration. D'accord, oui, mais comment? Aider les élèves à gérer leur charge cognitive. OK. Promouvoir la pensée méthodique et l'esprit critique. Très bien. Et développer des projets pour l'école inclusive. Ça, c'est tout ce qu'il vous faut faire si vous voulez être dans le Conseil national de la refondation. Alors, ce que vous ne devez pas faire, il faut éviter différencier les élèves selon leur style d'apprentissage, pratiquer une pédagogie basée sur la découverte. Vous voyez, vous avez tout faux, là. Pratiquer une pédagogie basée sur la découverte. Alors, vous allez me dire, mais c'est contradictoire avec certains items de ce qu'il faut faire. Oui, non, mais d'accord, mais bon, on ne va pas chipoter sur ces questions-là. C'est le Conseil scientifique de l'éducation nationale qui nous donne ces consignes. Donc, il faut accepter. Alors, vous pouvez... C'est pas une fake, hein. Non, je vous dis, c'est pas une fake. Je vous ai mis le lien, hein.
Non, parce que vous pourriez imaginer que j'ai fait cette liste moi-même pour discréditer le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je ne veux pas discréditer le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Je vous donne la liste qui a été publiée hier. Hein? Donc, nous sommes dans toujours cette idée que promouvoir une pédagogie de la découverte, c'est contraire. Alors, contraire à quoi? C'est pas bien, hein? Mais ça va pas. Ça va pas. Il ne faut pas faire ça, il faut pratiquer une pédagogie explicite et pas une pédagogie de la découverte. Globalement, c'est toujours le même débat. C'est toujours le même débat. Bon, ça, c'était la minute de M. Cyclopède. Non, de M. Dehaene, pardon. Alors, le 21e siècle, eh bien, voit se poursuivre à bas bruit le même débat pédagogique. Pendant qu'émergent derrière ceux qui débattent là, méthode explicite, pédagogie de la découverte, qu'est-ce qui arrive? L'image de l'école sans professeur grâce au numérique. Grâce au numérique. Premier balbutiement enseignement programmé, Skinner, les années 1980, behaviorisme bien sûr, pédagogie par objectif, pédagogie de la maîtrise, l'ERT qui en 83 va développer l'idée qu'il faut systématiquement valider exclusivement des compétences au service de l'employabilité. Le numérique qui arrive, bien sûr, dans les institutions scolaires avec les comparaisons internationales, le projet d'une école sans professeur clairement assumé par le WISE depuis 2009, puisque le premier WISE, c'est 2009, et puis les GAFAM qui développent le learning analytique. Et bien sûr, tout cela prétend nous prémunir contre les prochaines pandémies. Alors on nous dit, et j'en discutais avec Justin tout à l'heure, mais pendant la précédente pandémie, ça n'a pas bien marché. Mais comme les scientistes ont une réponse à tout, ils disent c'est parce que ce n'était pas encore assez scientifique. Si on améliore le dispositif, ça va être mieux. Donc il faut faire du meilleur numérique. Hein? Alors je vous propose une petite... alors là, je vous ai mis une image qui date de 1880 et qui propose ce que serait l'école en l'an 2000. Oui, c'est ça. Je vous propose une deuxième série de remarques très rapides et pour nous amuser ensemble. Qu'est-ce que ce serait une école sans professeur? Essayons. Posons-nous la question. Si, messieurs les GAFAM, voulaient supprimer les enseignants, les professeurs, et remplacer ça par de la tuyauterie et du numérique, qu'est-ce que ça donnerait? Alors d'abord, pourquoi on voudrait supprimer les professeurs? Parce qu'il y a peut-être des raisons à ça. Je pense qu'il y a une raison quand même majeure, c'est que les professeurs sont des humains. Et donc ils introduisent une variable humaine aléatoire et qui compromettent l'universalité du projet républicain. Bon. Parce qu'on peut tomber sur des bons, mais on peut aussi tomber sur des mauvais. Et ça, c'est insupportable. Que notre sort soit entre les mains des humains, c'est pas possible. Déjà, pour les opérations chirurgicales un peu poussées, c'est des robots. Hein, et donc, pour l'enseignement, ce serait pas mal que ce soit pareil, quand même. Hein, parce que ça crée des inégalités, cette affaire. Hein. Et puis, on dit qu'il vaut mieux, pour les apprentissages de base, des procédures standardisées, élaborées en laboratoire et testées pour leur efficacité. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Olivier, on va prendre 1000 élèves, on va utiliser telle procédure pour apprendre tel comportement, on va voir la plus efficace. C'est quand même mieux que de laisser ça à l'initiative d'enseignants qui peuvent être malades, mal lunés, qui vont faire ça d'une manière approximative et sans doute, en plus en y mettant leur grain de sel, alors qu'il vaudrait mieux que quand même ils s'effacent légitimement devant la science qui s'affirme. Hein, mais ils ne savent pas s'effacer, les profs. On leur donne des trucs tout prêts, ils ne savent même pas les utiliser. Il faut qu'ils mettent leur grain de sel systématiquement dans le truc. Donc, non. Mais il n'y a pas que ça.
Pour les apprentissages élaborés, Justin nous le disait, il y a quand même une solution extrêmement efficace qui serait de mettre des séquences d'apprentissage de haut niveau faites par des grands spécialistes plutôt que de laisser des intellectuels à la petite semaine, qui sont même ni physiciens, ni philosophes, ni tout ce que vous voulez, s'engager dans des tentatives médiocres de démonstration, alors que des grands personnages pourraient mettre à disposition de tous des séquences parfaitement calibrées et ajustées. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un que François connaît bien qui a proposé cela dans son fameux rapport de 89. C'est Bourdieu. Dans le rapport Bourdieu-Gros, il est dit très explicitement que pour lutter contre les inégalités scolaires et le fait que les explications scientifiques, en particulier des professeurs, sont de niveaux extrêmement différents, il faudrait enregistrer des capsules. Alors le mot n'est pas encore employé, aujourd'hui on dit des capsules, à l'époque je ne sais pas trop ce qu'on disait, mais enfin vous retrouverez le rapport Bourdieu-Gros de 89 et les mettre à disposition, parce que c'est pas supportable que des gens qui maîtrisent mal la science tentent de faire des démonstrations chaotiques à des élèves de terminale, alors que des grands pontes pourraient, avec quelques moyens techniques, faire des trucs qui marcheraient à tous les coups sur tout le monde. Donc pourquoi maintenir ce système archaïque de gens médiocres qui essayent de faire leur truc à la petite semaine, alors que quelques grands intellectuels démultipliés pourraient enseigner au monde entier? Non mais c'est pas idiot, hein. Je pousse jusqu'au bout, hein. Pourquoi supprimer les professeurs? Aussi parce que le renouvellement des connaissances est très important et que finalement quand même, si on veut mettre à jour, les mises à jour des logiciels sont plus rapides que les mises à jour des personnes, hein. La formation continue est quelque chose de long qui prend du temps. Mettre à jour un logiciel est quand même plus rapide. Bon, et là on nous ressort quelque chose qui n'est pas faux, parce que l'enseignement collectif frontal ne permet pas de répondre aux besoins différenciés des élèves. Et que le learning analytique, c'est une réponse aux défis de l'école inclusive, d'une certaine manière, et une réponse fine qui va aller proposer à chacun exactement ce dont il a besoin en fonction de son type de processus ou de dysfonctionnement intellectuel. Aussi parce que le coût des systèmes éducatifs est de plus en plus important au regard de sa rentabilité, de leur rentabilité, bon, ça c'est à peu près clair, mais aussi par... Ah, excusez-moi, je suis allé un peu vite, c'est parce que vous pouvez censurer la dernière phrase, parce qu'un enseignement entièrement confié aux machines serait de toute évidence plus facilement contrôlable par le pouvoir central. Ça c'est ce que disent les mauvaises langues, c'est évidemment pas ce que je crois. Alors, pourquoi supprimer les professeurs? Il y a de bonnes raisons. Il y a de bonnes raisons. Alors, comment faire maintenant? Comment supprimer les professeurs? Alors, il faut préparer le terrain. Il faut préparer le terrain. Non, on est en dystopie, hein. Tout ce que je dis n'a aucun rapport avec la réalité. On est en dystopie. Comment supprimer les professeurs? En développant des systèmes d'évaluation des élèves, qui soient internationaux, nationaux et locaux, fondés exclusivement sur des compétences chiffrables et comparables, qui réduisent l'élève à une machine à répondre. Dès lors que l'élève n'est qu'une machine à répondre, on peut lui mettre une machine à enseigner. L'élève réduit à une machine à répondre peut se satisfaire d'une machine à enseigner, ça va de soi. On peut mettre l'accent aussi sur les performances individuelles et réduire la réussite à sa dimension exclusivement sociale et professionnelle, et par exemple supprimer toute la dimension citoyenne. Bon, globalement, c'est ce que font la plupart des évaluations. On peut développer la mise en concurrence des professeurs, on peut introduire progressivement de plus en plus d'enseignements à distance au prétexte d'économie et d'efficacité. Bon, c'est ce que font aujourd'hui la quasi-totalité des services de formation continue des académies, n'est-ce pas? On développe le distanciel. Bon, il n'y a pas de frais de déplacement. Bon, c'est pratique. Et après tout, si on le fait pour les enseignants, on pourrait finir par le faire pour les élèves aussi. Il n'y aurait pas de problème de transport scolaire, tous ces machins-là qui sont quand même un peu pénibles à gérer, surtout quand il y a de la neige. Et puis aussi en multipliant les services individualisés privés en périphérie de l'école pour pallier ces déficits. Ça, c'est bien, des coachs de toutes sortes, là. Ça marche très bien.
en laissant se développer l'instruction en famille, le homeschooling. Alors aujourd'hui, on hésite un peu. On hésite parce qu'on a peur de la montée de l'intégrisme, donc le homeschooling est un peu une loi récente qui le limite, mais qui le limite pour des raisons idéologiques. Et si vous lisez les attendus de la loi, pas du tout pour des raisons pédagogiques. Hein? Pas du tout pour des raisons pédagogiques. En développant aussi des diagnostics précoces et des logiciels d'apprentissage individualisés grâce à l'intelligence artificielle. On a ça absolument partout. Donc on peut s'avancer progressivement. Alors ça va être très lent. Hein. Bon, et encore une fois, je suis dans la dystopie. Hein. Alors évidemment, la question c'est que manquera-t-il alors aux élèves? Si on arrive à cela, on est dans la science-fiction là, hein. Vous m'entendez bien, je ne décris pas le réel. Hein. Si on arrivait à ça, que manquera-t-il alors aux élèves? C'était la question qu'on se posait avec Justin tout à l'heure. Alors des choses élémentaires et très simples. La découverte d'un autre univers que l'univers familial et affectif. L'acceptation de l'altérité et l'acceptation d'entrer dans ce que Descartes appelait l'ordre des raisons. Non. C'est-à-dire le fait qu'à l'école, ce n'est pas la violence ni l'affectivité qui font loi, mais bien l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Et ça, c'est une expérience. C'est une expérience qui se vit collectivement. Ce n'est pas quelque chose qui peut être remplacé par une multitude de logiciels. Il manquera aussi, et sans doute très fortement, la rencontre avec un être qu'on appelle un enseignant, un professeur, un éducateur, qui accompagne la frustration du sursis à la satisfaction immédiate par la promesse d'un partage des savoirs. Voilà quelque chose qui est, me semble-t-il, un enjeu anthropologique essentiel. C'est le rapport au temps. Le rapport au temps. Tu ne peux pas avoir tout de suite. Il faut réfléchir, il faut travailler, il faut construire. Il te faut du temps. Et tout de suite, là, il va y avoir une frustration. Tu vas être obligé de suspendre ton désir, ta pulsion, pour te mettre à réfléchir, à travailler, à t'exercer. C'est quelque chose qui fait partie des expériences anthropologiques fondatrices. Et je ne suis pas sûr que la machine, aussi perfectionnée soit-elle, soit capable de cela. Parce que la machine, c'est précisément l'économie de cela. C'est ce qui nous fait faire l'économie de cela. Il manquera sans doute aussi la rencontre avec un être qui ne transmet pas simplement un savoir, mais peut-être beaucoup plus important, un rapport au savoir. Un rapport au savoir au sens où notre collègue Jackie Bayrou définissait ce rapport au savoir. Ce rapport au savoir qui est un rapport d'exigence intérieure, qui fait que je cherche en même temps que je parle. Que ce savoir n'est pas un savoir bancaire, comme disait Paulo Freire, ce n'est pas quelque chose que je donne pour qu'on me le rende. C'est quelque chose que je vais tenter de communiquer, et je vais tenter de communiquer ce qui m'anime dans le rapport au savoir, c'est-à-dire l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Au fond, il est probablement plus important de transmettre l'exigence de précision, de justesse et de vérité que de transmettre des contenus qu'il faudrait simplement répéter à l'identique éternellement. Et on voit bien que ça passe probablement par des rencontres qui ne sont pas entièrement transposables dans le rapport homme-machine. Et puis, probablement que ce qui manquerait alors aux élèves, c'est les interactions entre pairs, entre élèves, et la dimension du collectif dans les apprentissages. Alors bien sûr, à partir de là, on
pourra dire, oui, mais on va progresser, l'informatique va progresser, va permettre tout cela. Peut-être, peut-être. Mais on peut se demander, que manquera-t-il aux machines et à ceux qui les contrôlent, si on en arrive là? Peut-être ce qui fait le métier d'enseignant, c'est la possibilité de prendre des décisions imprévues en fonction des événements qui surviennent, des résistances qui émergent ou des ouvertures qui se font jour. Peut-être que c'est ça, essentiellement, le métier d'enseignant. Peut-être que ce qui manquera alors, c'est la capacité de saisir ce qui, dans un collectif, se joue à un moment donné. Il y a des choses qui étaient imprévisibles. Il y a des résistances qui émergent, il y a des ouvertures qui se font jour, et peut-être qu'on peut imaginer que seuls des humains, dans le face-à-face pédagogique, sont capables de cela. Peut-être pourra-t-on aussi, ou plutôt ce qui nous manquera aussi, c'est la possibilité de s'appuyer sur l'observation des collectifs au travail, des classes, pour réguler les apprentissages et faire bouger le curseur. Alors, je ne vais pas vous apparaître trop technique, mais globalement, dans les travaux que j'ai menés dans l'observation des classes, c'est de l'observation des classes du point de vue là du professeur et de la manière dont il régule son intervention vis-à-vis des élèves. On s'aperçoit que le professeur vis-à-vis des élèves, la professeure vis-à-vis des élèves est toujours en tension, et que ces tensions sont quasiment constitutives du métier. Je dis constitutives du métier. Alors là, je ne vais pas être trop long, mais ce que j'ai essayé de travailler dans mes derniers travaux de recherche, c'est les prises de décision des enseignants dans la classe. Comment ils prennent des décisions. Et des décisions très simples. Hein. Est-ce qu'on refait l'exercice ou pas? Est-ce que je demande à X d'intervenir? Est-ce que j'interroge Y? Est-ce que je demande à tous de fermer leur cahier et de réécrire? Est-ce que je leur demande de se mettre deux par deux pour s'expliquer ce qu'ils ont compris? C'est-à-dire toutes ces micro-décisions qu'ils prennent dans la classe. J'ai observé dans les protocoles que j'ai mis en place, un enseignant prend en moyenne, c'est une moyenne parce qu'il y a des cas où il y en a vraiment très peu, d'autres il y en a beaucoup plus d'une décision par minute, c'est-à-dire sur une heure de cours, une soixantaine de décisions, d'interroger celui-là, de passer au tableau, de se lever et de s'asseoir, d'aller demander à lui de faire ceci, de prendre en compte la résistance de celui-là, la question de l'autre, etc. 60 décisions. Des décisions. Eh bien, on voit que ces décisions, elles sont liées à des priorités. Et ces priorités sont liées à des tensions. Alors, par exemple, j'ai montré qu'il y avait une tension fondamentale qui était la tension entre la programmation, c'est-à-dire ce qui a été construit en amont, et puis ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui sont enfermés dans la programmation, il peut se passer des tas de choses, ils ne voient pas, ils continuent leur programmation. Il y a des professeurs qui n'ont rien programmé et qui improvisent tout. Bon. On voit que la professionnalité, au sens de l'expertise, si on prend le cas d'un expert, c'est quelqu'un qui sait ajuster, c'est-à-dire qui sait à certains moments déroger à la programmation pour prendre en compte une objection, un gars qui fait le con au fond, trois qui n'ont pas compris là, mais qui n'oublie pas la programmation pour autant. Donc il est là à déplacer le curseur. J'emploie cette image de déplacer le curseur. Pareil sur une autre opposition qui est la priorité à la finalisation, ce qui fait sens, c'est-à-dire si j'apprends, je ne sais pas, le théorème de Pythagore, je vais expliquer que le théorème de Pythagore a été découvert par Pythagore quand il a vu comment étaient construites les pyramides d'Égypte, etc., etc. Bon, je vais raconter l'histoire, ça fait sens. Non. Ou priorité à la formalisation, c'est-à-dire on apprend, on formalise, on met sur le cahier.
On pourrait dire la même chose, priorité au réussir, tu réussis l'exercice, priorité au comprendre. Alors vous me direz, c'est pareil. Non, pas du tout. On peut réussir par automatisme sans comprendre. On peut réussir en copiant sur le voisin ou réussir au jugé. On peut aussi comprendre sans réussir, ce qui est le cas d'un certain nombre d'élèves. Moi, j'ai vu des élèves qui comprennent, mais qui n'arrivent pas à réussir. C'est d'ailleurs le titre du dernier livre de Piaget, Réussir et comprendre, qu'on ne lit jamais parce qu'il l'a publié très peu de temps avant sa mort, mais qui est à mon avis un des textes les plus intéressants. On peut donner la priorité aux singularités, travail individuel, programmation individuelle, ou donner la priorité au collectif. Et ce qui me semble constituer la professionnalité, c'est la capacité à réguler son comportement dans ces tensions-là, ce qui est probablement quelque chose qui ne peut pas être du registre de l'automaticité, qui est du registre, alors j'aime pas le mot de gestion, parce que ça renvoie à gestion, tout ça, mais on pourrait dire de la gestion d'un groupe quand même, d'un collectif, qui renvoie à la capacité à savoir déplacer le curseur à tel moment, et à avoir à la fois une perspective, une capacité de prendre en compte les oppositions et de se situer dans celle-ci. J'arrive pas à faire le truc là, mais ça va marcher. Voilà, non, tant pis. Je reviens là. Que manquera-t-il aux machines et à ceux qui les contrôlent? La possibilité de prendre des décisions imprévues en fonction des événements qui surviennent, la possibilité de s'appuyer sur l'observation des collectifs pour réguler les apprentissages et ce que j'appelle faire bouger le curseur, et à un moment où il faut aller, hop, du côté de l'individuel plus du collectif, etc. Et aussi, bien sûr, la conscience des valeurs qui sont en jeu dans chacun des gestes éducatifs. Est-ce qu'on promeut la rivalité individuelle ou la coopération? Donc il me semble que on pourrait avoir cette songerie d'un enseignement sans enseignant, mais que cette songerie, elle renvoie à une dystopie qui pourrait être relativement catastrophique et qui serait la dystopie de l'organisation d'une éducation qui renverrait plutôt au dressage. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai dit cela qu'on pouvait que pour valoriser l'inverse, évidemment. Vous avez bien compris que j'étais dans une forme de pensée par opposition. Et c'est la raison pour laquelle je plaide l'idée que le professeur reste un acteur pédagogique et politique majeur pour une école de l'émancipation et qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà. Et qu'on ne peut pas s'en passer. Et que nous avons un combat à mener pour défendre et promouvoir notre profession. Ce qui aujourd'hui n'est pas gagné, qui n'est pas gagné, ni en raison de son statut financier, ni en raison de son statut symbolique. Il n'y a pas que le statut financier. Le statut financier, il n'est pas très haut, mais le statut symbolique non plus. Voilà. Donc, il me semble qu'un des enjeux par rapport à ça, c'est de redonner à l'enseignant un rôle central, et un rôle central dans une école de l'émancipation. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'émancipation, ce serait présomptueux de ma part. Qu'est-ce que l'émancipation? Kant répond: la sortie de toute forme de tutelle et l'accès à l'autonomie. Ose penser par toi-même, sapere aude. Ose penser par toi-même. La lutte contre toutes les formes de domination sociale, la vigilance pour se dégager de tous les rapports de domination, la capacité à assumer la contingence sans s'y laisser enfermer, et surtout la capacité à oser sa différence, c'est-à-dire de poser la question: que fais-tu toi-même avec ce qui t'a fait? Nous sommes faits. Moi, je suis fait. Je suis fait par mes parents, par mon milieu social.
La question de l'émancipation, c'est la question de la capacité à ne pas se réduire à ce qui nous a fait. Je ne dis pas de nier totalement ce qui nous a fait. Enfin, certains peuvent nier totalement ce qui les a fait. Mais on pourrait considérer que s'émanciper, c'est ne pas se réduire simplement à ce qui nous a fait, c'est-à-dire être en situation de dépassement et d'altérité par rapport à cela. Je vais vite, parce que le temps va me manquer. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'un savoir émancipateur dans cette situation-là? C'est un savoir que le sujet peut métaboliser. Métaboliser, moi j'aime bien l'idée du métabolisme. Le métabolisme, ça veut dire qu'on digère pour en faire autre chose. On digère pour en faire autre chose. Le métabolisme, ce n'est pas la restitution. Or, l'évaluation n'est pas fondée le plus souvent sur le métabolisme, mais sur la restitution. C'est-à-dire qu'on demande à l'élève non pas de métaboliser le savoir qu'on lui a enseigné, mais de le restituer, si possible à l'identique. Là, on est devant quelque chose qui me semble un enjeu très important et qui renvoie bien sûr au statut de l'évaluation scolaire. Qu'est-ce qu'un savoir émancipateur? Un savoir qui permet de comprendre le monde et de se comprendre dans le monde, et de me comprendre dans le monde. Mais aussi un savoir que le sujet peut transférer. Alors moi, j'ai consacré presque 10 ans de ma carrière universitaire à travailler sur cette question du transfert. Pas du transfert psychanalytique, là j'y connais rien moi au transfert psychanalytique, mais du transfert des connaissances. Et alors, la question que je me suis posée était très simple, c'était est-ce que ce qui est appris à l'école peut servir à autre chose qu'à réussir les exercices de l'école? Voilà, globalement. Parce qu'on sait que ce qu'on apprend à l'école sert à réussir à l'école, mais est-ce que ça peut servir aussi au-delà? Bon. Et alors, vous apprenez le théorème de Pythagore, par exemple. Parler de Pythagore, qu'est-ce que vous en faites à la sortie de l'école? Est-ce que vous êtes capable de l'utiliser quand vous coulez une dalle pour vérifier qu'elle est plate? On doit pouvoir. Ou quand vous voyez l'ombre d'un arbre pour mesurer la hauteur de l'arbre. On doit pouvoir. Est-ce que des élèves le font? Non. Non, parce que le savoir scolaire se suffit à lui-même. Et que la question de son transfert n'est jamais réellement posée. Puisque l'école est une espèce de machine qui apprend à réussir à l'école. L'école apprend à réussir à l'école. Et apprend à réussir à l'école par les exercices scolaires. Et donc là, on est aux antipodes de l'émancipation. L'émancipation, c'est la capacité d'utiliser ce qu'on fait à l'école pour résoudre des questions, pour se positionner dans la vie, pour s'investir à l'extérieur de l'école. Je vois que François a l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un, et donc je m'interromps. Ça y est? Non, mais... Comment? Oui, c'est vrai. Non, mais excuse-moi pour les jésuites, François. Excuse-moi pour les jésuites. Je poursuis, mais si vous voulez, on fera un aparté sur les jésuites tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un savoir émancipateur? C'est un savoir aussi que le sujet peut partager. Et pour reprendre une phrase d'Olivier Reboul, qui fut moi je peux dire mon maître, un de mes maîtres en tout cas, c'est un savoir qui à la fois libère et unit, qui me libère d'un certain nombre de contraintes et qui m'unit aux autres. Ça, c'est un beau critère, je trouve. Ce qui émancipe, c'est ce qui me libère d'un certain nombre d'assujettissements et ce qui, en même temps, m'unit aux autres. Alors, à partir de là, la question, c'est comment transmettre un savoir émancipateur. Alors, je vais aller très vite, puisque je regarde l'heure et que la Coupe du Monde s'avance. Je regarde l'heure, non mais ça va, j'ai encore 10 minutes, il m'a dit jusqu'à la demi je pouvais. Donc 8 minutes. Donc,
Comment transmettre? Alors, je vais très vite, hein, je suis dans les autoroutes de la pensée, je ne suis pas du tout dans les chemins de traverse, là. Hein. Peut-être c'est mon expérience que je renvoie ici, plus encore que mes travaux de recherche. J'ai fait état de travaux de recherche tout à l'heure, mais après tout, notre expérience, elle a aussi une valeur. Ce n'est pas la valeur absolue, bien sûr, mais elle peut nous permettre aussi de nous autoriser une certaine parole. Comment transmettre un savoir qui soit émancipateur? D'abord en habitant sa propre parole. Je pense qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant ne permet pas à tous les collègues d'habiter leur propre parole. C'est-à-dire qu'ils sont très souvent en situation de répétiteurs au mauvais sens du terme. Voilà. Et j'aimerais que nous reprenions ensemble, tous les enseignants, en même temps que nous exigeons une revalorisation de nos salaires et de notre formation, que nous reprenions ensemble la fameuse phrase de Bachelard, qui ne continue pas d'apprendre est indigne d'enseigner. Voilà. Habiter sa propre parole, ça veut dire qu'on est toujours dans un rapport au savoir qui n'est pas le rapport figé, mais un rapport vivant. En faisant de sa propre parole un moyen offert à chacun et à chacune d'oser la sienne, bien sûr, en instaurant ce que Jacques Lévin appelait un espace hors menace. Ça, j'ai beaucoup appris de Jacques Lévin, moi, que certains moquent un peu, mais moi, qui pour moi a été quelqu'un d'important. En particulier cette notion d'espace hors menace. Hein. Il a analysé, en tant que psychanalyste, de très nombreuses classes. Il a passé sa vie dans les classes. Et il disait, l'immense majorité des élèves, ils ne causent pas, ils ne réagissent pas, parce qu'ils sont sous la menace permanente. Menace de se faire moquer par les autres, menace de se faire mal juger par le prof, menace de se tromper, etc., etc. Or, si on veut apprendre, il faut que l'espace soit hors menace. Il faut suspendre les menaces. Moi, je trouve que c'est très, très juste. Et pour avoir mené beaucoup d'entretiens avec des élèves, j'ai vu à quel point beaucoup d'entre eux étaient, comment dire, étaient affectés par cette autocensure permanente. En créant des situations qui permettent à chacun et à chacune d'agir dans et avec le savoir, bien sûr, et en instituant des situations de coopération authentique. Alors, je n'ai pas le temps, mais vous le savez ici, et je ne vais pas développer cela, la coopération, c'est compliqué. Ce n'est pas simplement la division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Ça, ce n'est pas de la coopération. Hein? Si j'avais le temps, je vous parlerais de quelque chose que j'ai découvert relativement récemment. Enfin, récemment pour moi, c'est il y a 20 ans. Hein, donc, qui sont les travaux d'un collègue américain qui s'appelle Elliot Aronson, autour de ce qu'il appelle la classe puzzle et la manière dont elle construit la coopération, mais je n'ai pas le temps, donc je passe là-dessus. C'est l'idée qu'on construit des groupes, des collectifs, où on s'assure d'abord que chacun a quelque chose à apporter aux autres, hein, et que le résultat du collectif, il est lié au fait que chacun apporte quelque chose aux autres. Alors, allez, je vous montre mon truc quand même. Aronson est un chercheur américain qui a commencé à travailler il y a déjà assez longtemps, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, et qui a développé la classe puzzle. Alors, il faut savoir qu'Aronson a commencé à travailler à l'époque où on a supprimé la ségrégation scolaire aux États-Unis, c'est-à-dire en 1971 à Austin. 1971, il n'y a plus aux États-Unis d'école pour les Noirs, d'école pour les Blancs, d'école pour les Portoricains, etc. On les met tous dans la même école et ça se passe très très mal. C'est-à-dire qu'ils s'engueulent tout le temps, il n'y a pas de coopération, c'est le moins qu'on puisse dire. Aronson a cette idée-là, il part de ce principe, rendre la coopération nécessaire en s'assurant que l'apport de chacun est indispensable au travail de tous. Alors, le déroulement est très simple, il divise le travail en plusieurs segments et il assigne à chaque personne un segment. Et donc chaque personne va travailler individuellement sur un segment, par exemple un texte, un bout de quelque chose. Ensuite, il crée des groupes d'experts temporaires. C'est des groupes dans lesquels les gens qui ont travaillé sur la même chose vont se regrouper pour vérifier leur compréhension de cette chose. Et puis ensuite,
il crée ce qu'il appelle les groupes puzzle, où il demande à chaque personne de présenter le segment qu'elle a étudié. Et il évalue la maîtrise individuelle de la totalité. C'est-à-dire que si vous voyez le schéma qui est ici, dans les groupes d'experts temporaires, tout le monde va travailler sur le même texte, sur le même sujet, sur le même problème, etc. Et là, il va y avoir 5 textes, 5 sujets, 5 problèmes. Et l'évaluation va porter sur la maîtrise de l'ensemble. C'est-à-dire que la participation de chacun est requise à la réussite de tous. Moi, j'ai beaucoup pratiqué ce type de groupe. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Bon, on évalue ensuite la maîtrise individuelle, etc. etc. Ça, c'est Aronson. Et c'est cette idée sur laquelle je venais tout à l'heure. Alors attendez, je reviens sur mon diaporama. J'avais un système, oui, j'ai un retour ici, très bien. C'est un système qui permet, pour moi, une coopération authentique et qui évite la division du travail dont je parlais tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on va l'imposer tout le temps. Ça veut dire que si on forme progressivement les élèves à travailler dans des collectifs où l'apport de chacun est indispensable à la réussite de tous, mais il faut garantir que l'apport de chacun est indispensable à la réussite de tous. Si on ne garantit pas, si on n'organise pas le travail pour que l'apport de chacun soit indispensable à la réussite de tous, eh bien ça ne marche pas. Et si on fait des situations comme ça, moi j'ai un peu travaillé là-dessus, eh bien on crée des habitudes de travail qui rendent possible une coopération non dirigée, c'est-à-dire qui n'est pas structurée de la manière aussi rigide que celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors je continue et je vais très vite. Pour moi, et c'est évidemment un des grands atouts de ce qui se passe ici, de ce qui se passe au sein de l'ensemble des établissements qui sont fédérés dans la FESPI, c'est que cette formation des élèves à la coopération et à la capacité à faire société suppose que les professeurs, et ça c'est formidable, reprennent eux-mêmes collectivement en main leur métier. Et donc sortent de la juxtaposition pour construire une école qui fait collectif et qui fabrique du collectif. Donc pour moi, ça nécessite bien sûr de se former de manière collaborative, de mettre en œuvre évidemment leur liberté pédagogique, de pratiquer une inventivité régulée par l'évaluation collective et de se mettre en situation constante de recherche-action. C'est ce que vous faites, c'est ce que font les gens au sein de la FESPI et au sein des établissements dont vous êtes. Et donc là, je n'ai pas de leçon à vous donner, si ce n'est à dire que le modèle que vous incarnez, pour ma part, je pense qu'il doit devenir non pas un modèle expérimental exceptionnel, mais qu'il devrait devenir le modèle normal de fonctionnement de l'institution scolaire. Normal de fonctionnement de l'institution scolaire. D'autant plus que toutes les recherches dont nous disposons aujourd'hui, et en particulier les recherches récentes que j'ai pu faire avec des collègues sud-américains sur ce que nous appelons les unités pédagogiques fonctionnelles. Alors, ce qu'on appelle l'unité pédagogique fonctionnelle, c'est un ensemble d'environ 120 élèves, on a testé sur 120 l'équivalent de 4 classes, pris en charge par un groupe de professeurs homogènes, c'est-à-dire il y a isomorphisme du groupe de profs et du groupe d'élèves. C'est le contraire du lycée lambda, où vous avez 100 profs ou 80 profs dont aucun n'a les mêmes élèves. Enfin, c'est une espèce de truc. L'unité pédagogique fonctionnelle, c'est on regroupe, on l'a testé. Moi, les travaux que j'ai faits, c'était sur la base de 4 classes. Donc, je l'ai fait au collège, soit une 6e, une 5e, une 4e, une 3e qui sont dans l'enfilade, soit 2 6e, 2 5e, par exemple. J'ai fait les deux cas, je n'ai pas fait 4 6e ou 4 5e. On groupe 4 classes. On les confie ensemble à un groupe de 6, 7 ou 8 professeurs. Ça dépend de dotation horaire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on leur dit maintenant, vous gérez vos classes comme vous voulez.
C'est-à-dire, si vous voulez les mettre ensemble pour faire des cours magistraux à 120 élèves, c'est possible. Si vous voulez vous mettre tous pour les prendre à 12, c'est possible. Autrement dit, vous créez une unité sur laquelle vous agissez collectivement et vous, groupe de 8 enseignants ou 9 enseignants, vous êtes les seuls à avoir ces 120 élèves. C'est-à-dire il y a ce que nous appelons isomorphisme entre le groupe d'enseignants et le groupe d'élèves. On sait que ça marche. Et il y a même quelque chose de dramatique. Je l'évoquais tout à l'heure. C'est dramatique pour nous. Mais je suis obligé de vous le dire parce que sinon je mens. C'est que ça surdétermine les orientations idéologiques de l'école. C'est-à-dire que dans mes expérimentations et dans ce que j'ai échangé avec les collègues sud-américains et nord-américains, l'existence de ce que nous appelons une unité pédagogique fonctionnelle, c'est-à-dire globalement 120 à 150 élèves ou 200 élèves pris en charge collectivement par un collectif de profs qui se connaissent, qui s'entendent et qui travaillent en commun, c'est plus important que l'orientation idéologique de l'école. C'est-à-dire que ça a plus d'importance, ça neutralise le fait que dans un cas c'est une école adventiste, dans un autre cas une école libertaire. Or c'est pénible d'apprendre ça. C'est-à-dire que sur les résultats scolaires, l'existence de ce collectif solidaire d'enseignants qui a en responsabilité un collectif d'élèves qui connaît tous ces enseignants et qui travaillent entre eux d'une manière organisée et structurée au service de ces élèves, ça ne produit quasiment pas d'échec. Ça ne produit pas d'échec. Ça produit parfois des difficultés, des élèves un peu complexes qu'on a du mal à gérer, mais ça ne produit pas. C'est-à-dire que la raffinerie s'arrête. On arrête la raffinerie qui fait qu'on évacue des gens à chaque étage. Et je pense que c'est en grande partie une des choses qui fait la réussite d'un établissement comme le vôtre et des établissements de la FESPI. Hein? On ne produit pas d'échec. On ne produit pas d'échec parce qu'on est dans une structure particulière. Alors, ça ne veut pas dire que je suis pour les écoles adventistes ou réactionnaires ou tout ce que vous voulez. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand on analyse cet effet-là, c'est-à-dire l'effet isomorphisme groupe d'adultes, groupe d'élèves, et l'effet capacité d'un groupe d'adultes à encadrer un groupe d'élèves, quand on analyse cette variable-là, et qu'on se polarise sur cette variable-là, eh bien on s'aperçoit que son efficacité est redoutable. Elle est redoutable en termes de résultats scolaires, en termes de socialisation, en termes de diminution des échecs, mais aussi de diminution des transgressions de toutes sortes. Et je pense que vous êtes un bon exemple. Alors, je finis, bien sûr, je m'arrête, je regarde l'heure, oui, j'ai encore 1 minute. Enfin, j'exagère, j'ai dépassé d'1 minute. Donc, je conclus. Je conclus et je vais conclure d'une ouverture d'esprit certaine par une citation de quelqu'un avec qui j'ai beaucoup débattu et même guerroyé, on pourrait dire ça, dans des conditions assez qui m'a assassiné fut un temps dans les colonnes du Monde, etc., qui s'appelle Régis Debray. J'ai des bonnes relations maintenant avec lui, parce qu'une fois qu'on s'est empalé réciproquement, on peut... Et je conclus par une belle citation que j'aime bien, et qui m'amène à dire une chose, alors ça va faire vieux con, quoi. Mais Régis Debray, d'une certaine manière, assume cette position, et je l'assume volontiers. Position de vieux con. Peut-être la position de vieux con est une position qui permet de dire des choses que dans d'autres que le jeune con a plus de mal à dire, que le technocrate, aussi futé soit-il, n'ose pas dire. Hein. Donc la position du vieux con, ça permet de... Et Régis Debray est très dans la position du vieux con. Donc moi aussi. Il a écrit un livre qui s'appelle Bilan de faillite, où il exagère un peu parce que sa faillite personnelle n'est pas quand même totale, et où il s'adresse à son fils. Il écrit ceci: si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le bon sens, nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime, chacun pour soi, comme dans un naufrage. Ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous dépasse. Mais ce qui nous dépasse n'a souvent
pour les gens raisonnables, ni queue ni tête. Et il termine par cette phrase que j'aime bien. On ne vit qu'avec un indémontrable chevillé au corps, et si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même, préserve en toi la part du feu. Voilà, et moi je trouve que j'aime bien ici, que j'aime bien avec les collègues qu'ils ont ici, c'est qu'ils ont préservé en eux la part du feu. Et que la part du feu est plus forte que tous les prophètes de mauvais augure et que tous les administrateurs qui aimeraient que vous rentriez dans le rang. Voilà, donc préservez en vous la part du feu, surtout, surtout, surtout. Je m'arrête là. Merci, Monsieur Mérieux, pour la vérité, l'intelligence et puis l'humour. Hein? Si. Moi, vous n'avez pas de chance que c'est moi qui est là. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait peut-être pas pareil. Vous avez une trousse superbe. Oui, je sais, offerte par une de mes stagiaires. Vous savez que c'est un des critères dans une des dernières recherches que j'ai faites, c'est sur la trousse comparée des garçons et des filles. Ah bah oui, ah bah là, il n'y a pas photo. Et là, il y a vraiment à faire. Il y a vraiment à travailler en matière de recherche. Là, je vous dis, l'écart est énorme. Est-ce qu'on a une ou deux questions peut-être pour terminer? Réaction? La Coupe du Monde, c'est dans une demi-heure. Justin cité maintes fois. C'est pour ça que je me permets de faire mon avocat. Alors j'ai l'impression qu'on a fait un peu le procès du jaune et du bleu sans voir le vert qu'on peut faire avec en fait. En fait, vous avez comparé du coup deux mondes, un où les professeurs sont très présents et un où ils sont absolument absents. Et moi, dans mon cheminement, quand on a discuté tous les deux tout à l'heure, c'était plus une complémentarité. C'est-à-dire que, certes, personne ne voudrait se faire opérer par une machine, mais une machine, oui, mais une machine avec un chirurgien derrière qui supervise ça. Et on avait un problème, par exemple le problème du temps que Loane a exposé tout à l'heure. Avoir plus de disponibilité, par exemple, de capsules pédagogiques qui pourraient donner l'envie d'apprendre à certains de nos élèves sur certaines didactiques précises, nous libérerait du temps, nous, en tant qu'enseignants, non pas pour s'effacer, mais pour apporter d'autres qualités, notamment des qualités humaines, des qualités, donner l'envie d'apprendre, donner l'envie d'aller plus loin. Et en tant que prof de musique, je vais vous dire, le nombre d'élèves qui sont venus me voir, « Ah non, mais moi j'ai arrêté la musique parce que mon prof de solfège, c'était terrible, quoi. » Et voilà, dégoûté, je ne touche plus un instrument. C'est terrible. C'est terrible d'entendre que, voilà, à cause d'un enseignant, cet élève a totalement arrêté la musique. Alors que certains s'y sont remis tout seuls, ils se sont mis les mains dans le cambouis, ils ont compris certaines choses, etc. Et ça a très bien fonctionné pour eux. Et ils se sont remis à profiter, à aimer ce qu'ils font. Et du coup, il faudrait avoir un accès à ces deux versants. Le professeur qui peut permettre à l'élève de le remettre sur des rails quand il en a besoin, de lui donner l'envie d'aller plus loin dans certains apprentissages. Mais du coup, c'est le plus loin où là, les nouvelles technologies pourraient nous aider. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enseignants, on peut les mettre sur la voie. Et ensuite, ces nouvelles technologies qui sont utilisées partout, de plus en plus. Et d'ailleurs, on a deux mondes aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure encore avec la conférence de votre collègue, comme quoi l'école était considérée comme quelque chose d'has-been, quelque chose où on mettait qui n'était plus sacralisé, quoi que ce soit. Ça nous permettrait de revenir un peu sur les devants, de transformer cette image qui, de toute façon, j'en suis convaincu, je ne suis pas du tout futurologue, je n'ai pas du tout d'analyse technologique, mais je suis convaincu qu'on est voué à évoluer de façon plus ou moins rapide parce qu'il y a de plus en plus de décalage entre cette génération qui va être de plus en plus scotchée à un écran et cette vie réelle où nous sommes actuellement. Et voilà, moi, la question que je me posais quand on a discuté tout à l'heure, vraiment, c'était est-ce qu'on ne peut pas en avoir de plus en plus recours, parce qu'il y a de plus en plus de belles choses qui sont faites, notamment par des super créateurs de contenu qui sont parfois poussés, qui vont dépasser les 6 minutes de résumé, qui vont faire des choses sur des temps très longs.
Et voilà, mettre un peu plus d'énergie là-dedans pour nous libérer du temps, nous, en tant qu'enseignants, pour accompagner l'élève et pour l'aider à aller plus loin dans ce temps qu'on n'a pas forcément. Voilà, c'est juste, je me fais un peu justice par rapport à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Merci. Oui. Merci, on en a déjà parlé, mais je pense que, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on peut utiliser le numérique et tout ce qu'il nous promet, tout ce qu'il met à notre disposition. La question, c'est, on l'utilise. Mon collègue Bernard Stiegler, malheureusement, qui nous a quittés, disait que le numérique est un pharmacone. Pharmacone, c'est comme la digitaline, disait-il. La digitaline, c'était le pharmacone chez les Grecs, c'est-à-dire un médicament qui, selon l'usage et la densité et la quantité, peut soigner ou tuer. Et je dirais volontiers que le numérique, pour moi, comme pour Bernard Stiegler, je me fais volontiers son disciple dans ce domaine, c'est effectivement un pharmacone. C'est-à-dire que selon l'usage que l'on en fait, il peut soigner, il peut être une formidable ressource, mais il peut aussi tuer. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, l'usage du numérique est plutôt un usage de normalisation médiocre qu'un usage de stimulation de l'intelligence, et que nous avons un sacré boulot pour mettre le numérique au service de la formation de l'intelligence. Alors, vous dites très justement, une très belle capsule de quelques minutes peut nous éclairer d'une manière extraordinaire sur tel ou tel événement. Oui, c'est ce que font certains collègues et ce qu'ils appellent la classe inversée. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la classe inversée. Oui, bien sûr, mais ce que je crois, alors on n'est pas obligé de le croire, c'est que l'hésitation du prof qui cherche est aussi efficace que la certitude de la capsule parfaite. Alors, entendez-moi bien, l'hésitation du prof qui cherche est aussi efficace que la certitude de la capsule parfaite. Ça ne veut pas dire que nécessairement l'un est mieux que l'autre, mais ça veut dire qu'à mon avis, l'élève a besoin des deux. Il a besoin des deux, à condition que le numérique soit vraiment conçu comme un pharmacone, c'est-à-dire comme quelque chose que nous maîtrisons et que nous mettons au service, et non pas au service de quoi nous nous mettons. Donc, vous avez bien compris que je ne crois nullement dans la prophétie de Laurent Alexandre, qui dit qu'il faut arrêter l'école et tout faire à travers le learning analytique parce qu'on n'aura plus besoin de professeurs. Je ne crois nullement à ça. Donc j'ai poussé le raisonnement d'une manière un peu, comment dire, provocatrice, mais c'était une façon de provoquer à la réflexion pour montrer ce en quoi l'acte éducatif est irréductible à la technologie éducative, fût-elle la plus poussée. Voilà, l'acte éducatif est irréductible à la technologie éducative, fût-elle la plus poussée. Parce que c'est une rencontre entre des gens qui se confrontent dans leur rapport au savoir, et que ça, aucune machine ne pourra jamais le faire, ou qu'elle ne pourra le faire que d'une manière très superficielle et apparente, voilà, sans empathie en particulier. Alors oui, on peut demander à des élèves d'aller consulter telle ou telle chose, oui, je suis tout à fait d'accord, et moi-même j'utilise le numérique, bien évidemment, j'utilise le numérique. Mais je souhaite qu'on s'interroge collectivement quand même là-dessus. Je suis préoccupé pour ma part du temps d'écran de chaque collégien et lycéen aujourd'hui. Je suis très préoccupé. On a vu récemment tomber les statistiques sur les dernières vacances de la Toussaint. La Toussaint, c'est le moment où les ados consomment le plus d'écran. Parce qu'il fait déjà un peu froid, ce n'était pas tout à fait le cas cette année, mais il y a peu de structures de vacances. Les parents travaillent, pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont occupés par leurs activités. Et donc, sur les 15-16 ans, une enquête effectuée sur la ville de Nantes montre que la consommation d'écran pendant les dernières vacances de Toussaint était en moyenne de 7h30 par jour. En moyenne. Ce qui veut dire, si la moyenne est à 7h30, vous voyez jusqu'où ça peut monter. Hein.
pour les collègues, j'ai une de mes tutorées de 5e. On a mis Family Links, donc qui mesure. Elle était à 12 heures pendant les vacances de la Toussaint. C'est réel. Aujourd'hui, c'est nos élèves. Donc, je pense que... Alors, moi, je ne suis pas pour interdire les portables. Hein. Je pense qu'un parent qui voudrait aujourd'hui interdire le portable à sa fille de 14 ans et demi, il va au casse-pipe. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y arrivera pas. Ou alors, il faut que carrément, il parte sur une île déserte. Mais je suis pour offrir des alternatives au portable. Par exemple, nous essayons, c'est CMEA, mais de faire des terrains d'aventure pendant les vacances de la Toussaint. Alors, ça ne veut pas dire que les gamins qui sont dans les tours devant leur écran, ils vont tous descendre au terrain d'aventure. Ça veut dire que quand même, on va essayer de leur proposer quelque chose qui les mette en situation de manipuler des planches, des clous, des outils, et pas simplement de fonctionner dans la virtualité de l'écran. Voilà, c'est aussi quelque chose à quoi je crois, à la nécessité pour l'enfant de rencontrer la résistance de l'objet. L'écran ne permet pas de rencontrer, sauf quand il s'agit de didacticiel bien fait, bien sûr, hein, mais le jeu électronique ou tout ça ne permet pas de rencontrer la résistance de l'objet. Un jeu électronique, par définition, les gens qui meurent, ils se relèvent. Dans la réalité, les gens qui meurent ne se relèvent pas. Voilà. Et donc, la caractéristique du jeu électronique, c'est qu'il est réversible. Le temps, lui, est irréversible. Si je fais mal à quelqu'un, je ne peux pas l'effacer. Un gamin qui a vécu avec le jeu électronique comme matrice mentale, il pense que le monde est virtuel et qu'il peut faire aux autres ce qu'il fait à ses avatars qui sont sur l'écran. Et donc la réalité charnelle, psychique de l'autre, il ne la voit pas, il ne la pense pas, il ne la sent pas. Et je peux vous dire, moi, c'est pas moi qui ai fait ces études-là, c'est des pédopsychiatres, je pense à Philippe Jamet ou à d'autres. Un certain nombre de gamins, de là, basculent dans des comportements de torture d'autrui, quoi. Mais sans penser qu'ils torturent autrui. Parce que la confrontation avec le réel, elle n'est plus là. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout pour interdire les écrans. Ouais, le match est bientôt. Hein. Je ne suis pas du tout pour interdire les écrans. Je m'arrête. Mais je suis pour réintroduire le travail des mains. Le travail des mains. Je suis pour réintroduire le bricolage. Je suis pour réintroduire la fabrication. Je suis pour réintroduire les matériaux qui résistent à ma toute-puissance. Quand je me souviens d'un colloque de la Sorbonne où on disait, il y avait deux Anne d'ailleurs, tous ces gens, dites, si on mettait l'examen d'entrée en 6e, vous feriez faire quoi? Alors tout le monde disait, moi je dis, je ne suis pas pour l'examen d'entrée en 6e, mais si vous en mettiez un. Alors, de manière un peu provocatrice, j'avais répondu, je demanderai à chaque enfant de CM2 de fabriquer un tabouret en bois à 3 pieds sans colle ni clou. Voilà. C'est-à-dire d'être capable de se coltiner une fabrication avec quelque chose qui résiste. Alors, c'est évidemment pas vrai, mais pour dire que ce contact avec la matérialité des choses, il est très important aujourd'hui. Moi, pour avoir enseigné encore, il y a longtemps, mais en collège, je peux vous dire qu'il y a des gamins de 13 ans qui croient encore que c'est en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite, hein, qui croient à la toute-puissance de la parole, qui sont dans la toute-puissance de l'injonction. Ils ne savent pas que pour faire pousser les tomates, il faut de la patience, il faut de jardiner. Ils sont persuadés que l'injonction est la parole, que le virtuel agit sur le réel. Et ils ne sont pas méchants pour cela. Ils n'ont pas de... Moi, j'ai eu l'occasion, avec un pédopsychiatre lyonnais, de travailler sur des enfants accusés d'actes de sadisme à l'égard de leurs camarades. Bon, ce n'est pas du tout le cas ici, bien sûr. Mais tous ces enfants, me disait le pédopsychiatre, sont convaincus que l'autre n'existe pas. L'autre, c'est des figurines. Ils n'ont pas de... C'est des virtualités, c'est des ectoplasmes. La matérialité de l'autre a disparu chez eux. Et donc, la souffrance de l'autre, pour l'immense majorité, ils ne se l'imaginent pas. Ils ne peuvent pas s'imaginer que l'autre souffre quand on lui fait mal. Parce qu'ils sont dans la virtualité.
Ils sont dans la virtualité. Alors, je ne dis pas que tous les gamins sont comme ça aujourd'hui, hein. C'est bien évidemment un échantillon très particulier, de gamins très particuliers. Mais je pense que notre réflexion aujourd'hui, et c'est pour ça que je regrette tant que Bernard Stiegler nous ait quittés, parce qu'il est un de ceux qui avait le plus avancé sur cette question, notre réflexion aujourd'hui doit être très forte sur cette question du rapport entre le virtuel et le réel. Et de la manière dont les enfants, très tôt, et les adolescents ensuite, comprennent la différence fondamentale entre le virtuel et le réel. Faire souffrir quelqu'un pour de vrai, c'est pas pareil que de tuer quelqu'un dans un jeu électronique. Là, ah ouais. A décidé dans 10 ans d'arrêter les smartphones et les iPhones. Vous allez me dire, mais pourquoi ça marche très bien? Ils vendent énormément d'argent, c'est ça. Les États-Unis, ils ont prévu des lunettes de réalité augmentée. C'est-à-dire des lunettes que les gens verront la réalité telle qu'on la voit aujourd'hui, avec des informations numériques. On parle d'un futur proche, dans 10 ans. Apple a décidé d'arrêter les iPhones, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils vendront autant de lunettes que d'iPhone aujourd'hui. Donc on estime à combien le nombre d'élèves et le nombre de personnes qui utiliseront ces appareils-là. Et comment se préparer à ça? Ça va être de pire en pire. Je ne saurais pas trop vous répondre, moi, parce que moi je suis un vieux, je ne verrai probablement pas l'arrivée des lunettes de Apple. Je serais probablement mort avant, mais je ne sais pas. Se préparer à ça, probablement en faisant du bricolage, du jardinage et en se redonnant le temps de faire des choses avec ses mains. Voilà. Ça peut paraître un peu bêtement séméatique, ce que je dis là. Je vois Laurent qui opine du chef, mais bon, c'est quand même une chose qui me semble assez fondamentale, quoi. Voilà. Ouais. Excuse-moi, pardon. Comment le transmettre? C'est ça la question. Comment transmettre cette envie-là? En 2000, vous avez noté dans votre diaporama le 2007, l'apparition du smartphone. Parce qu'en 2005, quelqu'un aurait imaginé à quel point ces appareils sont rentrés dans notre vie. Non. Et là, aujourd'hui, on est à peu près dans le même constat qu'avant 2007, ce qui va bientôt arriver. C'est pour ça que je vous ai mis le pronostic de 1963 de Gusdorf, d'ailleurs, qui était extrêmement visionnaire. Et je vais vous arrêter. Ah oui, pardon. Sur cette fonction thermostatique de l'école, peut-être aussi, y penser, freiner. Hein. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mérieux, d'avoir été parmi nous, encore une fois, pour cet anniversaire. Non, merci à vous. Merci à tous ceux qui sont venus. Un petit clin d'œil aux futurs enseignants qui sont présents assez nombreux dans l'amphi. Et puis, continuons et gardons le feu. Bon courage à vous. Bon, c'est bon.